Mon frère cadet a détruit mon enfance avant de séduire ma femme et de s'approprier ma paternité. Je m'appelle Laurent Deschamps. Dans notre modeste appartement à Lyon, j'ai grandi avec la certitude que ma mère ne m'aimait pas autant que mon frère cadet, Mathieu. Cette vérité, je l'ai comprise dès l'âge de 6 ans, quand les cadeaux qu'il recevait étaient toujours plus nombreux et plus beaux que les miens. Nous étions différents dans nos tempéraments. Moi, plutôt réservé et studieux, lui, expansif et joueur. Ces différences, au lieu d'être célébrées comme complémentaires, sont devenues le terreau d'une rivalité toxique que ma mère, Sylvie, alimentait inconsciemment par ses préférences évidentes. Les premiers tourments ont commencé par des moqueries que ma mère qualifiait de taquineries fraternelles. Mathieu savait exactement comment me blesser sans laisser de traces visibles. Il attendait le départ de notre père, François, pour me pincer jusqu'à laisser des marques, me suivait dans ma chambre pour lire mon journal intime et le récitait ensuite à voix haute devant ses amis. Un jour, je l'ai surpris en train de mélanger des produits ménagers dans mon verre de jus d'orange. Lorsque j'ai confronté ma mère avec cette preuve, elle a balayé mes inquiétudes d'un revers de main, prétendant qu'il expérimentait simplement. Au collège Jean Moulin, la situation s'est aggravée. Mathieu s'est allié avec les élèves les plus agressifs de l'établissement, leur racontant des mensonges sur moi pour justifier leur brimade. Les insultes se sont transformées en menaces. « Tu devrais te tuer, personne ne te regretterait. » Chuchotait-il dans les couloirs quand personne ne pouvait l'entendre. L'apogée de sa cruauté est survenue le jour où, lors d'un repas familial à Noël, il a tenté de mettre feu à mes cheveux avec le briquet qu'il avait volé à notre oncle, prétendant ensuite que c'était juste une blague. Le tournant s'est produit un soir où mon père est rentré plus tôt que prévu du cabinet d'architecte où il travaillait. Témoin d'une scène particulièrement violente où Mathieu me maintenait au sol en me tordant le bras, il est intervenu avec une autorité que je ne lui connaissais pas. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans les yeux de mon frère quand notre père a mentionné la police et les conséquences légales du harcèlement. Cette nuit-là, mon père est venu me trouver dans ma chambre et m'a écouté. Vraiment, écouté, pour la première fois. J'ai alors déversé 4 années de souffrance silencieuse, libérant des larmes que je retenais depuis trop longtemps. Les semaines suivantes ont apporté des changements concrets. Mon père a rencontré le proviseur du lycée Victor Hugo, où nous étions désormais scolarisés, exigeant des mesures contre le harcèlement dont j'étais victime. Plus important encore, il m'a inscrit à des cours de judo à Villeurbanne, m'expliquant que la confiance en soi était la première défense contre les persécuteurs. Ces moments passés sur le tatami sont devenus mon refuge, un espace où la force physique se mariait à la discipline mentale. L'incident qui a définitivement modifié l'équilibre des forces entre Mathieu et moi est survenu un mercredi après-midi, pluvieux, après avoir découvert que mon frère avait volé l'argent que notre grand-mère m'avait offert pour mon anniversaire. Je l'ai confronté. Comme d'habitude, il a répondu par la violence, mais cette fois, les réflexes acquis au judo ont pris le dessus. J'ai paré son attaque et l'ai immobilisé au sol, sans le blesser, mais avec suffisamment de fermeté pour qu'il comprenne que les règles du jeu avaient changé. Ma mère est intervenue, horrifiée de voir son précieux fils cadet en position de faiblesse. Mais mon père, témoin de la scène, a simplement déclaré qu'il était temps que Mathieu apprenne les conséquences de ses actes. À partir de ce jour, une distance s'est installée entre mon frère et moi. Les agressions physiques ont cessé, remplacées par une hostilité froide et des insultes plus subtiles. Mathieu utilisait désormais notre mère comme intermédiaire, se plaignant à elle de mon attitude hostile quand je refusais simplement de me laisser intimider. Sylvie me suppliait régulièrement d'être plus compréhensif envers mon frère, ignorant délibérément le fait que son fils adoré continuait de me tourmenter, simplement avec plus de discrétion. L'espoir est venu sous la forme d'une lettre d'admission à l'Université de Strasbourg, accompagnée d'une bourse d'études complète. La veille de mon départ, mon père m'a offert une montre qui avait appartenu à son propre père, un geste symbolique qui signifiait plus que tous les discours. Ma mère, elle, était occupée à consoler Mathieu, qui prétendait être attristé par mon départ imminent. En quittant la maison familiale de Villeurbanne, j'ai ressenti un mélange de nostalgie et de soulagement immense, comme si je respirais pleinement pour la première fois. Les couloirs austères de la faculté de droit de Strasbourg sont devenus le théâtre d'une renaissance.
Loin du regard constamment accusateur de ma mère et des manipulations de Mathieu, j'ai découvert une version de moi-même que je ne connaissais pas, sociable, appréciée, capable de nouer des amitiés sincères. C'est lors d'une soirée étudiante au Café des artistes que j'ai rencontré Élise Moreau, étudiante en psychologie à l'allure gracieuse et au rire contagieux. Notre connexion a été immédiate, profonde, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Notre relation a évolué naturellement. Nous passions nos week-ends à explorer les rues pavées de la Petite France ou à étudier côte à côte, à la bibliothèque universitaire. L'annonce de sa grossesse en dernière année de master a été un choc qui s'est rapidement transformé en joie partagée. Nous nous sommes mariés dans la petite église de son village natal, près de Colmar, une cérémonie simple à laquelle mes parents ont assisté avec une politesse distante, Mathieu ayant prétexté des examens pour justifier son absence. La naissance de notre fils, Nathan, a été le plus beau jour de ma vie. Tenant ce petit être dans mes bras, j'ai fait le serment silencieux de lui offrir l'enfance aimante et équilibrée que je n'avais pas eue. Nous nous sommes installés dans un appartement lumineux près du Jardin botanique de Strasbourg, où j'avais accepté un poste d'assistant juridique dans un cabinet d'avocats réputé. Ces premières années de paternité ont été un mélange exaltant de découvertes, de nuits sans sommeil et de bonheur simple. La première fissure dans notre édifice familial est apparue quand Nathan avait 3 ans. En rentrant plus tôt, d'une conférence à Nancy, j'ai surpris Élise dans notre lit avec un collègue de son cabinet de psychologie. La douleur de cette trahison a été physique, comme un coup de poignard entre les côtes. Nous nous sommes séparés temporairement, le temps pour moi d'assimiler le choc et de décider si notre mariage méritait une seconde chance. Pour Nathan, dont le sourire était mon ancre dans cette tempête émotionnelle, j'ai choisi de pardonner Élise, à attribuer son infidélité à une crise existentielle, à la pression de concilier carrière et maternité. J'ai voulu la croire, me convainquant que cette épreuve renforcerait ultimement notre couple. Pendant quelques mois, notre relation a semblé retrouver sa chaleur d'antan, jusqu'à ce que je découvre des messages sur son téléphone, échangés avec un ancien petit ami, une nouvelle confrontation, des nouvelles larmes, des nouvelles promesses. Et moi, encore une fois, choisissant de reconstruire plutôt que d'abandonner. 4 années de calme relatif ont suivi. Notre vie familiale s'est stabilisée. Nous avons déménagé à Bordeaux, où j'avais été recruté comme juriste d'entreprise avec un salaire confortable. Nathan grandissait, montrant un talent précoce pour le dessin et une sensibilité qui me rappelait parfois douloureusement ma propre enfance. Nous discutions de l'achat d'une maison dans le quartier Saint-Pierre, planifiant un avenir que je croyais enfin solide. La vérité a éclaté un soir d'automne, alors que nous dînions sur notre terrasse. Sans préambule, Élise m'a annoncé qu'elle entretenait une relation avec quelqu'un d'autre depuis des années et, fait encore plus dévastateur, que Nathan n'était probablement pas mon fils biologique.